Bonjour à tous et bonjour à moi-même. Pardon, je vais la refaire. Bonjour à tous et bonjour à moi-même. Vous êtes bien dans le cœur de Jeanne et je suis pas toute seule. Aujourd'hui, je suis avec Olivier. Salut Jeanne. Salut. Et je suis avec, bien entendu, nos invités. Et en plus, c'est les membres de l'association Tip Top. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup tous les deux? Je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans et je suis l'aînée de la fratrie Tip Top. Et voici mon frère. Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Et on représente tous les deux aussi Alexandre qui a 19 ans et qui est en classe préparatoire. Donc il est en internat, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Ah ok. Pourquoi vous vous appelez Tip Top? Tip Top, ça veut dire trouble invisible particulier, trouble oublié particulier. Et on sensibilise les élèves, les professeurs envers les élèves 10. Et voilà. Ah, c'est déjà pas mal. C'est quoi votre histoire avec les troubles 10 et ce qui vous a amené à créer cette association? L'histoire, elle vient du vécu de Maxime, du vécu personnel de Maxime. Quand il était en primaire, donc lui, il a été diagnostiqué multidys, donc il est dysphasique, trouble du langage oral, dysorthographique, dysgraphique et TDAH. Et quand il était petit en primaire, la maîtresse, elle a décidé que Maxime n'avait pas sa place à l'école. Et pour ça, à chaque rentrée en classe à 8h, elle le mettait à l'accueil pour colorier toute la journée. Maxime, ne parlant que très peu, puisqu'il a aussi commencé à parler qu'à l'âge de 7 ans, ne s'exprimait pas. Et un jour, mes parents, en revenant à l'école, parce qu'ils avaient oublié quelque chose, sont revenus à l'accueil et ont vu Maxime en train de colorier alors qu'il était 8h15. À partir de ce moment-là, la secrétaire, elle a fait signer à mes parents, il faut que je vous parle. Et elle a expliqué la situation à mes parents, à savoir que Maxime était déscolarisé, alors même que mes parents le mettaient à l'école. À partir de ce moment-là, nous, on s'est dit que c'était pas possible de faire ça, alors qu'on a quand même la chance d'avoir des parents qui se battent, des parents qui font tout pour que on arrive à une réussite certaine. Et là, pour le coup, c'est l'école qui a mis des bâtons dans les roues, et pour le simple motif qu'ils ne voulaient pas s'embêter avec des enfants comme ça. Et je trouve ça horrible. Quand un enseignant ne choisit pas ses élèves, c'est comme ça, et on doit s'adapter à eux pour les amener à une réussite. Et donc, avec Alexandre, on s'est dit... c'est plus possible, il faut que ce soit nous qui parlions à nos enseignants, puisque c'est les personnes qu'on voit le plus au quotidien, plus que nos parents, et on doit leur exprimer nos besoins, nos problématiques, afin de trouver une solution commune et arriver à nous amener les élèves à la réussite et les enseignants à avoir un enseignement facilité. Et justement, Jeanne, on en parlait juste avant l'interview. Tu l'as expliqué dans une vidéo sur votre compte Instagram, puisque vous êtes très actifs sur Instagram tous les trois. Et cette vidéo t'a fait réagir, Jeanne? Moi, ça m'a carrément réagir, parce que moi, donc, de ma propre histoire, justement, moi, je faisais la pâte à modeler pendant que les autres faisaient des tableaux, quoi. C'est n'importe quoi. Alors que je suis trisomique et je pense que cette prof-là s'en foutait, quoi, complètement. Et vous croyez que ça arrive souvent qu'on mette de côté les élèves qui ont des troubles 10 ou des handicaps parce qu'on n'a pas très envie de s'occuper d'eux? Souvent, je sais pas, je voudrais pas faire de généralité, mais dans le sens où il y a de nombreux professeurs qui ne sont pas informés et qui ne souhaitent pas s'informer. C'est ça le problème, parce qu'il y a des formations. Après, encore faut-il y aller. Et qui donc, pour ne pas s'embêter, ou peut-être des profs aussi proches de la retraite, qui pensent que leur carrière est finie et que maintenant ils n'ont plus rien à apprendre. Ce qui, je pense, est un tort, parce que l'enseignement ne devrait pas être que vertical, ça devrait être un enseignement qui devrait être horizontal. Et je pense que oui, il y en a qui les mettent à l'écart, comme ce qu'a vécu Maxime. Et c'est malheureux, parce qu'ils passent à côté de tellement de choses, et c'est pas qu'un fardeau, ces enfants-là. C'est vraiment tellement d'apprentissage, et ça fait tellement grandir sur plein de points, donc je trouve qu'ils passent à côté de quelque chose. Et toi, Maxime, par exemple, quand tu interviens avec ton frère et ta sœur devant des enseignants ou devant des élus, par exemple, qu'est-ce que tu leur dis par rapport aux troubles 10? Que les forces 10, c'est comme une force, il ne faut pas avoir honte d'avoir des 10. Et qu'il faut les soutenir, les personnes ayant des troubles 10 et tout. Pourquoi vous parlez d'un handicap invisible? Je connais un petit peu, parce qu'il y avait donc une asso justement qui s'appelle La Petite Mue, et il parlait de ça justement.
On parle d'handicap invisible parce que les troubles 10 ne se voient pas. De prime abord, on ne le voit pas sur la personne. En revanche, ça peut s'entendre ou se lire. Maxime, quand on l'entend ou quand on l'entendait, avant, on comprenait qu'il y avait un problème dans la manière de s'exprimer. Pareil quand on écrit, mais ça se voit quand on passe à certaines étapes. Après, dans la vie de tous les jours, personne ne pourra savoir qu'il est 10 ou qu'il est TDAH. Comment est-ce que vous sensibilisez avec votre association ? C'est quoi vos missions ? On intervient dans les établissements scolaires, de la maternelle à la faculté, maintenant en collaboration avec le rectorat, et on est soutenu par le CHU. De votre académie. Ok. Et en fait, on réunit tous les profs, toute l'équipe pédagogique, le directeur, le chef d'établissement, et on leur fait vivre ce qu'on vit. C'est-à-dire ? En fait, on leur explique ce que c'est que le quotidien d'un élève 10. On va leur montrer aussi que le trouble 10 ne s'arrête pas à l'école. C'est pas une difficulté qui apparaît à 8h et qui finit à 17h. C'est une difficulté qui va apparaître jusqu'à quand on va prendre le tram, pour lire les panneaux. Ça peut être dans tous les moments de la vie que ces enfants donc, sont obligés de compenser énormément, qu'ils ont un emploi du temps de ministre, un double emploi du temps qui est un emploi du temps consacré uniquement aux soins, et que pendant ce temps, pendant que les élèves qui n'ont aucune pathologie vont aller jouer, ces enfants comme mes frères, eux, vont aller chez l'orthophoniste, vont aller chez le médecin traitant, chez de nombreux médecins, et en fait c'est jamais des temps de repos. Pareil pour le travail, c'est très compliqué, et en fait on leur fait prendre conscience de ça. On les met dans des ateliers immersifs où ils se rendent compte de la difficulté, ils vivent le trouble 10 pendant 5 minutes, donc ils voient que c'est pas une fiction, que c'est une réalité, et que ces enfants sont en véritable difficulté, et donc ils comprennent l'intérêt des aménagements. Et toi, aujourd'hui, Maxime, comment tu vis ta scolarité ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, je la vis bien parce qu'au collège, le collège m'a bien encadré et tout, que les profs prennent en compte mes troubles et tout, et mettent en place les aménagements. Et après, ça se passe bien. Du coup, l'équipe enseignante autour de toi a conscience des troubles et donc fait en sorte que ça marche bien ? Oui. Ok. C'est un peu comme moi avec ma classe Ulysse quand j'étais au lycée-collège, vu que je suis trisomique 21. Et parfois j'ai du mal à comprendre, à lire des choses, et j'ai réussi justement à mieux lire, à mieux parler. J'ai fait pas mal d'orthophonie aussi, et de soins aussi plusieurs fois avec ma mère, et ouais, je connais ça. Mais ouais, je me doute que ça doit alourdir l'emploi du temps d'un jeune d'avoir à faire ça en plus pour suivre une scolarité, on va dire, normale, quoi. Donc c'est d'autant plus important d'aller sensibiliser les gens qui vous rencontrent au quotidien. Du coup, moi, comme j'ai un frère et une sœur, du coup, jumelle, moi, je me suis posé la question, mais comment vous le vivez, en fait, entre vous trois ? Ça se passe bien parce que on a des parents qui nous ont intégrés plus ou moins dans le quotidien familial autour de Maxime. Alors après, c'est sûr que quand il y en a un qui a une problématique à part, tout va tourner autour de lui. À la maison, tout était organisé autour de lui, y compris la disponibilité de nos parents. Et on sait que s'il faut faire ça, ça sera par rapport à Maxime. Mais je pense que nous, on le vit depuis petit, et on a appris autour de ça. En revanche, ce qu'on trouve dommage, et c'est justement ce qu'on demande au CHU de prendre en compte, c'est inclure les enfants dans les formations, dans les thérapies. Par exemple, quand on fait une thérapie Barclay, donc c'est sur le comportement, etc., seuls les parents, nous, à l'époque, étaient invités à suivre cette thérapie. Les frères et sœurs n'étaient pas conviés. Alors que je pense que notre point de vue aurait pu être très positif et faire avancer les choses, et en même temps nous permettre, nous, d'avoir un soutien, parce que des fois, on voit quand même des choses à la maison et vit des choses qui sont quand même assez violentes. Ouais. Donc, ce que vous demandez, en gros, c'est que l'entourage familial, pas seulement les parents, mais aussi les frères et sœurs, soient impliqués, puisque de toute façon, vous êtes impliqués dans le trouble ou le handicap de votre frère ou de votre sœur. Donc, c'est ça que vous demandez ? C'est ça, et expliquer pourquoi on va mettre ça en place, pourquoi on va
pourquoi c'est pas un traitement de faveur qu'on lui fait, pourquoi lui il va pas mettre la table par exemple, et pourquoi nous on est obligé de le faire. Et si nous on le fait, on se fait gronder, sinon on le fait pas, on se fait gronder, et si lui il le fait pas, c'est bon, y a pas de problème. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut intégrer dans les thérapies et mettre en place pour que ça se passe bien autour de la fratrie. Et toi, Jeanne, avec ton frère et ta sœur, est-ce que tu as déjà ressenti ce genre de choses, je sais pas, qui pouvaient être agacées ou voilà, par rapport à ce que toi tu traversais? Comment je traversais, oui, ma sœur par exemple, oui, bon, j'ai une sœur jumelle, mais ça se voit pas du tout. Elle était un petit peu agacée sur ma lenteur parce que j'étais vraiment très très lente à comprendre, lente à faire les choses. Et maintenant j'ai compris pourquoi en fait. Et comment tu en as déjà discuté avec elle, toi, de ça? Oui, justement, j'en ai parlé avec elle, j'ai fait un petit message, j'ai dit maintenant ça suffit, j'en ai marre qu'on m'ignore et voilà. Et vous en discutez souvent tous les trois, justement, de ces différences de traitement ou des choses différentes que vous vivez, quoi? Non, pas trop. Bon. Pas trop, en fait c'est comme ça depuis toujours, donc après on vit avec et maintenant on le voit moins. Avant c'était plus injuste et maintenant ça fait partie du quotidien. On sait ce qui se passe si on revendique des choses et en vrai ça se passe bien comme ça. Et après vous avez aussi décidé de le transformer puisque vous en avez fait une forme de combat, enfin de militantisme. Vous êtes aussi, je le disais, présent sur Instagram. Qu'est-ce que vous faites comme type de contenu pour sensibiliser? On fait les 3 questions 1 minute où c'est moi qui fais 1 minute 3 questions dont j'anime les vidéos. Et dessus, je pose 3 questions en 1 minute. Et je les pose à des profs, à des stars, à des... Comme un prof de sport par exemple. Oui. Ouais, je peux regarder. Alors, donc moi je suis vraiment très fière d'être trisomique. Et moi je me suis demandé, est-ce que vous êtes fière de votre différence? Oui, je suis fier de mes troubles 10 et tout, parce que sans ces troubles, je n'en serais pas là. Il n'y aurait pas eu l'assaut Tip Top. Et que je veux que personne d'autre vive ce que j'ai vécu en primaire. Parce que ça a été de l'injustice et à cause de mes troubles. Je veux pas que ça se reproduise pour d'autres personnes et c'est pour ça qu'on sensibilise. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer tant que vous êtes sur RZN Radio? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Moi, ce sera un message à l'attention des professeurs. C'est quand vous avez un enfant qui a des difficultés et que vous le retrouvez dans votre classe, faut pas partir en se disant que ça va être compliqué. C'est sûr que ce sera plus difficile qu'avec un élève sans trouble, mais ils vont tellement vous apprendre et en fait, vous allez grandir avec eux. Donc je pense qu'il faut les écouter et comme je disais tout à l'heure, ne pas penser à un enseignement qui est que vertical, mais aussi faire un enseignement qui est horizontal parce que vous les perdrez moins, vous les captiverez plus et vous serez fiers parce que vous les amènerez à la réussite et votre enseignement il sera facilité. J'en ai un aussi. Oui. Là, c'est pour les personnes portant des troubles 10 et tout. C'est de ne jamais baisser les bras et de continuer à se battre pour arriver à la réussite. Franchement, ça, c'est joliment dit. J'aurais pas dit, mais... non, moi, ce que je pourrais dire, c'est il faut pas les laisser de côté, quoi, tout simplement. Tu peux faire la conclusion, Jeanne? Ouais. Et du coup, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et rêvons tous ensemble. Merci à vous. Le cœur de Jeanne, à retrouver tous les lundis et vendredis sur RZN Radio, en podcast sur rzn.fr et notre application RZN Radio.